Alors, comment on possède une entreprise en France pour de vrai? On pourrait croire que c'est simple, mais en réalité, c'est un peu plus complexe. Aujourd'hui, on va décortiquer les deux grandes manières de posséder une société, avec d'un côté un monde fait pour la flexibilité et de l'autre un univers où le contrôle est roi. La question de base, c'est qu'est-ce que ça veut dire posséder une entreprise? Ce n'est pas un objet physique, on ne peut pas le tenir dans sa main comme son smartphone. C'est un droit, une idée. Et en France, ce droit peut prendre des formes radicalement différentes. Tout dépend de ce qu'on cherche, l'agilité pour grandir vite ou la stabilité pour construire sur le long terme. Pour bien comprendre, il faut imaginer deux univers parallèles. D'un côté, on a le monde des valeurs mobilières. Là, tout est pensé pour que la propriété puisse s'acheter et se vendre super facilement, un peu comme sur un grand marché ouvert. Et de l'autre côté, on a le monde des parts sociales. Là, c'est tout l'inverse. On bâtit une sorte de forteresse pour bien protéger le petit cercle des propriétaires fondateurs. Et c'est vraiment ça la clé de tout. Si on comprend pourquoi ces deux mondes existent, on a compris l'essentiel, l'ADN même du droit des sociétés en France. Le choix de la forme de la société, ce n'est donc pas juste un détail administratif, c'est fondamental. Les sociétés qui veulent pouvoir lever des fonds facilement, comme les SA ou les SAS, vont naturellement choisir les valeurs mobilières, ces titres très flexibles. À l'inverse, les sociétés qui reposent sur une relation de confiance forte entre quelques personnes, comme la CRL, vont préférer les parts sociales. Et ce choix de départ, il va conditionner absolument tout le reste. Bon, maintenant, plongeons dans le premier monde, celui des titres qui s'échangent. Une entreprise, pour se développer, elle a besoin de cash. La question, c'est comment le trouver. Et c'est là qu'un choix super important se présente à elle. C'est vraiment le dilemme central de tout financement. Est-ce qu'on vend des petits bouts de son entreprise et donc on accepte de nouveaux propriétaires à bord? Ou est-ce qu'on préfère s'endetter en promettant de rembourser un prêt? En gros, on cède une partie du pouvoir ou on s'engage sur l'avenir. La première option, c'est donc d'émettre des actions. Quand on achète une action, on ne fait pas que placer de l'argent. On devient un copropriétaire, littéralement. On a son mot à dire, on a un droit de vote aux assemblées générales et on fait le pari que l'entreprise va cartonner pour pouvoir toucher des dividendes. L'autre option, c'est l'obligation. Et là, attention, c'est une toute autre philosophie. Il n'est plus question de devenir propriétaire. On se comporte un peu comme une banque, on prête de l'argent à l'entreprise et en retour, on s'attend à être remboursé avec des intérêts, bien sûr. On a une certaine sécurité, mais la contrepartie, c'est qu'on n'a absolument aucune influence sur la stratégie de la boîte. La différence est donc totale. L'actionnaire, c'est un partenaire, un entrepreneur qui prend un risque en espérant un gros gain. L'obligataire, lui, c'est un créancier, un prêteur qui cherche avant tout la sécurité de son placement. D'un côté, le frisson du pari sur l'avenir, de l'autre, la tranquillité d'un contrat. Mais attendez, comment on faisait pour échanger ces titres, surtout au XIXe siècle? Ça posait un vrai casse-tête. Et pour le résoudre, les juristes ont dû inventer une solution hyper ingénieuse. Remontons un peu le temps. Imaginez la bourse de Paris au XIXe siècle. Le problème est simple. Comment on peut bien acheter ou vendre un truc qui n'existe pas matériellement? Un simple droit. C'était un défi énorme pour la sécurité des transactions. Le vrai souci était juridique. Si, pour une raison ou une autre, la toute première vente d'une action était déclarée nulle, alors toutes les ventes qui suivaient s'effondraient comme un château de cartes. Imaginez le chaos. Ça créait un risque monstrueux pour tous les investisseurs. Et la solution, ça a été un véritable tour de passe-passe juridique. C'était génial. On a décidé de matérialiser ce droit invisible. Le droit de propriété de l'action a été littéralement fusionné avec un bout de papier, un certificat. Du coup, pour posséder l'action, il suffisait de posséder le papier. C'était simple, tangible et ça a rendu le commerce beaucoup, beaucoup plus sûr. Évidemment, ce système de papier a fait son temps. Dans les années 80, pour lutter plus efficacement contre la fraude fiscale, on a tout dématérialisé. Le papier a été remplacé par de simples écritures dans des comptes électroniques et aujourd'hui, on parle de plus en plus de la blockchain qui promet de rendre ces registres de propriété encore plus transparents et infalsifiables. Allez, on quitte le monde effervescent de la bourse et on revient dans l'autre univers, celui des sociétés à taille humaine et de leur part sociale. Ici, rappelez-vous, l'objectif n'est pas du tout de faciliter les échanges. Au contraire, le but du jeu, c'est de les contrôler. Dans ces entreprises qui sont souvent construites sur une relation de confiance très forte entre les fondateurs, ce que les juristes appellent l'intuitus personae, la question est finalement très simple et très humaine. Est-ce qu'on a vraiment envie de voir débarquer un parfait inconnu comme nouvel associé? En général, la réponse est non merci. Et pour se protéger de ça, le droit français a prévu un outil très puissant, une sorte de bouclier. Ça s'appelle la procédure d'agrément.
C'est un mécanisme spécialement conçu pour protéger le noyau dur des associés. Alors comment ça marche concrètement? C'est une sorte de balai très encadré. Un associé veut vendre ses parts à quelqu'un de l'extérieur. Il doit d'abord demander l'autorisation des autres. Mais attention, c'est là que c'est subtil, s'ils refusent, ils ne peuvent pas juste le bloquer. Ils ont l'obligation de trouver une solution pour lui racheter ses parts ou les faire racheter. C'est un équilibre très fin entre la protection du groupe et le droit de chacun de pouvoir partir. Et pour être sûr que la situation ne s'enlise pas pendant des années, la loi a posé une règle d'or. Le temps. Les associés ont exactement 3 mois pour se décider. S'ils ne disent rien au bout de ces 3 mois, leur silence vaut acceptation. La vente est approuvée d'office. C'est une protection hyper importante pour l'associé qui veut vendre, ça lui évite d'être prisonnier du groupe. On voit bien, au final, qu'on a affaire à deux logiques complètement différentes. D'un côté, un système pensé pour la fluidité, pour attirer des capitaux le plus largement possible, et de l'autre, un système pensé pour la stabilité, pour préserver un projet commun entre des gens qui se sont choisis. Deux besoins, deux réponses juridiques. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion, une question pour le futur. On a vu que la technologie a tout bousculé, du certificat en papier d'hier à la blockchain de demain, mais est-ce que ces vieilles distinctions juridiques entre un monde ouvert et un monde fermé ont encore un sens? Ou est-ce que la technologie va finir par balayer ces règles centenaires et tout réinventer? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira.